Bonjour tout le monde, je me présente, Caro. Si vous êtes sur le Discord, bien, vous m'avez souvent vu. C'est moi, la recruteur, qui pose tout le temps des affaires sur comment rédiger vos CV, qui vous aide à trouver vos stages. Voilà, vous pouvez mettre un vrai visage versus une image de Peach. Pour vous parler rapidement de moi, en fait, vous le savez, moi, je n'ai pas un background technique. Je ne suis pas une programmeur, une programmeuse, je n'ai pas de background forcément en sécurité. Par contre, je suis excellente en vente. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, de la vente et de la négociation. Dans les dernières années, j'ai découvert le recrutement. J'ai commencé, là, vous allez trouver ça surprenant, mais je recrutais des avocats à la base. Comment ça, les TI? Bien, c'est ça. Je trouvais ça plate, les avocats, puis je trouvais ça cool, les technologies. Fait que j'ai retourné dans ce domaine-là. Et bien là, récemment, j'ai décidé d'être encore plus audacieuse puis de partir à mon compte. J'ai donné ma démission auprès de l'agence à laquelle je travaillais. J'ai lancé mon entreprise Talenty. C'est normal qu'on ne le voit pas? Non. Non, ben oui, en fait, c'est normal. Le fil HDMI n'est pas branché. Prochaine étape, vous allez me faire redémarrer l'ordi. Good, parfait. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas compliqué. Je vais vous donner des trucs sur comment bien vous vendre, puis surtout comment négocier. Que ce soit la négociation d'un contrat pré-embauche ou d'une négociation annuelle, on va pas se positionner de la bonne façon, mais vous allez voir qu'il y a quand même des lignes directrices, peu importe c'est quoi votre plan de match entre vous trouver une nouvelle job ou vouloir augmenter votre qualité de vie avec votre actuel employeur. C'est important de déterminer sa valeur. Trop souvent qu'autrement, je parle avec des experts. C'est ma job en tant que recruteur de demander quelles sont vos attentes salariales et les gens me disent « ben je ne sais pas ». Non, vous ne pouvez pas laisser les autres déterminer votre valeur à votre place et vous n'éduquez surtout pas les gens à vous sous-payer. C'est important de faire vos devoirs, ça demande de la préparation. Il existe aussi des outils pertinents qui peuvent vous aider à savoir « OK, mais moi, avec mon background, avec les années d'expérience que j'ai, mes certifications, combien je vaux sur le marché? » C'est quand même possible de le faire, même si ce n'est pas tout à fait évident. D'après vous, c'est quoi le pourcentage de salariés au Québec qui ne sont pas satisfaits de leur salaire? C'est pas loin! C'est 85 le journal 24 heures, puis ça, c'est des données qui datent de 2019. Là. Fait qu'on s'entend qu'avec la pandémie, probablement que ça a modifié ces données-là aussi, mais c'est quand même énorme. Il existe toute une culture de l'omerta alentour des salaires. Vous le savez, là, combien de fois que des recruteurs vont vous approcher. Puis là, vous dites, fine, mais c'est quoi l'échelle salariale que tu proposes? Ah, ben donne-moi ton numéro de téléphone, je vais t'appeler. Ouais, non, t'es comme le 27e qui me parle aujourd'hui. Bien, c'est ça. En démocratisant les salaires, non seulement les entreprises vont arrêter de se couper des profils pertinents, mais vous, ça va déjà créer un lien de confiance avec ces organisations-là. Tu sais, on vit quand même dans une société où l'argent mène le monde. Peux-tu savoir combien tu veux me payer pour mes connaissances? Je pense que c'est vraiment la base. Comme je vous le dis, trouver votre valeur, c'est quand même pas quelque chose qui s'improvise. Vous ne pouvez pas sortir des chiffres de votre chapeau. Vous avez besoin de faire vos devoirs. Puis ça, bien, ça va être à vous de voir combien vous voulez investir, puis combien vous êtes prêt à mettre de l'avant ce que vous avez pour aller chercher le salaire que vous méritez. Comme je vous disais, il existe des sources sur lesquelles on peut se tourner. Récemment, j'ai découvert, il y a les sources web, les contacts, les sources officielles. J'ai découvert Levels FI récemment. C'est assez intéressant. Si jamais vous ne connaissez pas, allez voir l'interface. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez aller, quand les données sont disponibles, vous pouvez directement aller savoir, OK, bien, quelqu'un qui a 5 ans d'expérience chez Google, par exemple, en ce moment, gagne tant. Fait que ça vous donne une idée de vos attentes salariales pour un poste comparable. C'est sûr que si c'est un poste d'entrée de fonction, pas charger la même affaire que quelqu'un qui veut un poste de manager. Il faut toujours y aller avec le gros bon sens. Plus proche ici au Canada, le site Talent aussi est une bonne... Ça ressemble un peu à Glassdoor, je vous dirais, c'est juste que Glassdoor, c'est beaucoup plus complet comme plateforme. Talent, vous allez surtout avoir le partage avec les utilisateurs. Par exemple, moi, je travaille pour CGI. Bon, mais je vais aller dire qu'un recruteur chez CGI gagne 125 000 $ par année. Puis Talent fait une moyenne de tous les salaires. Ça vous donne à peu près une idée. Ce n'est pas infaillible comme outil, mais encore là, ça reste une façon de vous donner une idée. Puis là, j'imagine que vous connaissez déjà Glassdoor puis Indeed. Si je vous apprends qu'est-ce qu'est Glassdoor et Indeed, on a un problème, venez me parler à la fin de ma conférence.
Vos collègues, vos amis, la communauté comme le Discord, des communautés Slack, il y en existe tout plein. Quand vous avez un lien de confiance avec quelqu'un, exploitez-le. Il n'y a rien de mieux que d'aller chercher des informations à la source. C'est évident que vous n'allez pas poacher quelqu'un de random sur LinkedIn que vous convoitez dans une entreprise puis dire « Hey, salut, pourrais-tu me dire, s'il te plaît, c'est quoi à peu près les salaires dans ton entreprise? » C'est un peu awkward. On ne fait pas ça, mais avec les gens de confiance, allez-y. Emploi Québec, les ordres professionnels, les écoles spécialisées, surtout pour les nouveaux gradués. C'est sûr que ça fait 20 ans que vous êtes sur le marché du travail. L'ETS et la Polytechnique ne seront peut-être pas super pertinents pour vous. Mais quand on est un nouveau gradué, c'est encore plus important de se faire une tête sur « OK, je viens de passer au travers un bac de 3 ans. Là, combien je vaux sur le marché en sortant de l'école? » Tout est toujours une question de choix et de sacrifice. On va en parler un petit peu plus tard quand, justement, ça va être le temps de vous expliquer comment on se prépare à sa négociation de pré-embauche ou sa négociation annuelle. Mais grosso modo, il faut toujours être prêt à faire des choix et des sacrifices. Dépendamment de où vous êtes rendu dans la vie, c'est évident que les choix que vous allez faire ne seront pas les mêmes les uns des autres. Si toi, tu es en train de fonder une famille, tu vas peut-être vouloir avoir une meilleure conciliation travail-famille. Soit tu es nouvellement gradué, puis tu es comme, ne me dérange pas de travailler 80 heures semaine, tu vas peut-être aller te chercher un plus gros salaire. Fait que c'est toujours une question de où est-ce que vous êtes rendu dans la vie. Personnellement, je préfère travailler moins, puis l'argent viendra d'une autre façon que de travailler 150, pas 150 heures, là, mais au moins 80 heures dans une semaine. Le fameux art de la négociation. Quelqu'un m'a fait part justement que le premier titre de ma présentation, c'était l'art de la négociation et ça semble être aussi un livre de Donald Trump. Malheureusement, M. Trump et moi, on partage peut-être pas forcément la même vision de ce qu'est la négociation. Fait que j'ai décidé de changer le titre de la présentation. Quand je vous demande, savez-vous valser? La négociation, c'est une danse. Parce que tantôt, c'est vous qui allez l'amener, mais tantôt, ça va être votre futur employeur. Les négociations sont rarement unilatérales. En fait, si vous êtes dans une espèce de dynamique de négociation unilatérale, poussez-vous de là. Vous ne sortirez pas gagnant, puis vous allez vous faire donner un ultimatum, tu acceptes mon offre d'emploi ou tu t'en trouves une autre job. Fait on ne veut pas de négo unilatéral, on veut vraiment ouvrir une discussion entre vous, entre l'employeur ou la personne avec qui vous négociez. Quand je parle d'empathie, c'est super important en négociation parce qu'en fait, l'empathie, souvent, elle va s'exprimer avec de l'écoute active. Plus vous allez faire comprendre à la personne avec qui vous négociez que vous essayez de se mettre à sa place, de comprendre ses enjeux, forcément que cette personne-là va avoir aussi envie de se mettre à votre place et de comprendre vos enjeux. Les approches super directives, affirmatives, c'est ça puis c'est ça, non. Est-ce que vous aimez ça avoir des ultimatums dans la vie? Non, personne n'aime ça avoir des ultimatums. C'est pour ça qu'il faut toujours y aller avec une approche empathique. Allez-y avec le meilleur de votre connaissance en termes de base psychologique, parce que l'empathie, il faut quand même savoir comment... Il y a une différence, en fait, entre être sympathique et empathique, puis je vous suggère de ne jamais tomber dans la sympathie, mais de rester toujours dans l'empathie. Bref, comme je le disais, si vous avez des bases en psychologie, ça va vous aider probablement à mieux mener vos négociations parce que c'est pas vrai qu'une négociation, c'est toujours quelque chose qui est juste logique, rationnel. Bien au contraire, il y a souvent beaucoup des émotions qui sont impliquées dans une ronde de négociation parce qu'on a tous des biais cognitifs. Il y a des gens qui vont être des personnalités introverties, d'autres des extravertis. Ça va toujours vous demander d'avoir un discours caméléon puis une posture aussi qui reflète votre ouverture. On ne négocie pas comme ça dans la vie. On obtient rarement ce qu'on veut. La gestuelle, on va y revenir un petit peu plus tard. Si ça vous intéresse de connaître un petit peu plus en profondeur l'art de la négociation, c'est quand même quelque chose qui s'étudie depuis les années 70. Moi, je vous recommande l'ouvrage de Christopher Voss. Est-ce qu'il y en a ici qui savent c'est qui? Non? C'est un ancien... en fait, lui, il négociait des prises d'otages pour le FBI. Au travers de son parcours de négociateur en prise d'otage, il a vraiment développé une expertise et une acuité super intéressante sur comment aborder la négociation. Et c'est de lui que je m'inspire en parlant d'empathie, parce que lui aussi, il met de l'avant que c'est pas vrai qu'on doit être que rationnel et rigide dans une négociation. Tout est toujours une question d'aller chercher le maximum d'informations puis de s'ouvrir à la discussion. Je vous recommande son livre, Never Split the Difference. C'est vraiment excellent. C'est pas un très gros ouvrage, c'est disponible partout. Puis je pense que je l'ai même vu sur Audible ou si vous voulez l'avoir en livre audio. Là.
Au travers mes années de vente, je me suis souvent fait rabâcher la fameuse expression de la règle des 3 non. C'est un mythe ou une réalité? Je vous dirais que c'est pas mal une réalité. En vente, vous avez toujours 3 occasions d'essayer de faire changer la réponse à votre interlocuteur. Je vais vous donner un exemple. À une époque, je vendais des électroménagers dans une compagnie de meubles. Tu avais toujours le classique de la personne qui rentrait dans le magasin. Puis là, bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Ah non, 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 je fais juste le tour. Parfait, ça c'est la personne faire le tour. Ah, la personne s'attarde devant la vaisselle. Monsieur, voulez-vous un peu plus d'informations? Ah non, 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 non. OK, tu donnes encore un peu de temps. Tu reviens 3 minutes après. Là, le monsieur était quasiment en train de voir comment on l'installe, la vaisselle, puis les fils électriques sortent d'où en arrière. Monsieur, êtes-vous sûr que vous ne voulez pas des informations? Ah, ben ouais, là, j'en prendrais peut-être. Fait que c'est pour montrer que c'est pas parce que la première fois, on vous dit non dans votre ronde de négociation que c'est un non final. Après ça, ça va être à vous d'user de stratégie et d'aller convaincre la partie adverse d'arriver à un fameux halfway. N'oubliez pas, c'est très rare qu'on est capable d'avoir 100 de ce qu'on demande. Souvent, on va avoir des compromis et des sacrifices à faire. Maintenant, pour bien se vendre, il faut connaître plusieurs choses. Son expertise va être une des premières. Ensuite, vous allez avoir vos connaissances et votre personnalité. Quand je parle d'expertise, c'est qu'il y en a ici qui sont sûrement des fameux subject matter experts d'un volet en particulier. Il y en a d'autres qui vont peut-être être plus se positionner comme des généralistes. Ça n'a pas vraiment d'importance parce que dépendamment le type d'emploi que vous visez, vous allez être capable d'aller vendre votre expertise du moment que c'est aligné avec ce que vous recherchez. Travailler dans une PME, souvent, vous allez être appelé à avoir plusieurs chapeaux. Fait que si vous êtes conscient que vous faites la job du gars qui fait le sysadmin, le network admin, en plus vous faites les tâches en cybersec, puis vous allez aider des gens en programmation, vous méritez d'avoir un salaire un petit peu plus élevé parce que votre charge mentale, vos responsabilités sont plus élevées. Même chose pour quelqu'un qui a une expertise nichée. Combien de fois dans ma vie, j'ai eu des discussions avec des gens, puis quand on pluguait le mot COBOL, tout le monde se mettait à rire parce que, sérieusement, qui veut toucher à du COBOL dans la vie? Mais aujourd'hui, savez-vous, ils gagnent combien, les développeurs COBOL? Beaucoup. La moyenne, elle est à peu près à 135 000 $. Puis j'ai vu des consultants charger jusqu'à 115 125 $ de l'heure. Fait que qui rit maintenant? Quand son expertise, elle est nichée, on est vraiment capable d'aller augmenter sa valeur. C'est à vous de décider ce que vous préférez, devenir vraiment un expert dans un domaine ou de rester un excellent généraliste. Je considère que les 2 options sont possibles. Quand on est un expert, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille dans un domaine, on a une valeur qui est extrêmement précieuse. Ne sous-estimez jamais ça. Je donne toujours l'exemple de, en fait, je ne sais pas si c'est un ingénieur, c'est quelque chose que j'avais lu un jour sur LinkedIn, j'avais trouvé ça excellent. C'est une compagnie qui a une espèce de machine, puis la machine, elle ne fonctionne pas, puis elle essaye d'engager plein de gens pour venir l'aider à faire fonctionner sa machine. Sa machine est super critique pour son entreprise. Fait que les plus juniors avec qui il fait affaire ne fonctionnent pas, ne réussissent pas à trouver le bug. Ça fait des semaines qu'ils sont là-dessus. Je bois pas d'alcool. OK, cool. Bref, finalement, la compagnie décide de se tourner vers un expert, vraiment quelqu'un que ça fait plus de 20 ans qu'il a des connaissances là-dedans. Fait que l'expert arrive dans la compagnie, regarde la machine, sort un marteau, donne un petit coup, pouf, le système repart. Là, tu me coupes pareil, hein? Merci d'être ici. Merci, Pat. C'est sa première conférence ici, en plus. Donc, notre expert avec plus de 20 ans de service arrive avec son petit marteau, donne un petit coup sur la machine, boum, la machine repart. Fait que là, l'entreprise, elle est contente parce qu'enfin, elle peut reprendre ses opérations. Fait que l'entreprise demande à l'ingénieur, bien, écoute, donne-moi ta facture. Et là, wow! 20 000 $, mais franchement, comment tu peux me charger 20 000 $? Tu as été là 3 minutes, tu as donné un petit coup de marteau. Il dit, bien, si je peux vous le décliner différemment, c'est qu'en fait, je peux vous charger 1 $ pour le coup de marteau, mais je vais vous charger 19 999 pour les 20 années de service que j'ai derrière moi. Quand on devient un expert dans un domaine, on a une valeur extrêmement monnayable et à la hausse. Ne sous-estimez jamais ça. Génial. Mettre de l'avant ses connaissances. Là, quand je parle des connaissances d'un domaine, évidemment que je ne parle pas de connaissances du domaine des technologies. On part du principe que vous savez tous, vous êtes tous des experts dans ce domaine-là. Je parle plus, en fait, de, dans une autre vie, par exemple, tu étais courtier immobilier. Fait que tu connais vraiment ça, toi, le courtage, puis comment ça se fonctionne avec les prêts hypothécaires.
Mais là, tu es tanné de faire ça dans ta vie, fait que tu retournes à l'école, puis tu vas te chercher un domaine, des connaissances en TI, puis tu t'es engagé dans une compagnie genre Matrix ou Centris. Mais forcément que ton expérience de courtier immobilier, elle est intéressante, puis même si tu es un nouveau gradué, on appelle ça des connaissances transférables. Vous arrivez avec la connaissance du jargon, probablement déjà des contacts dans le milieu. Quand vous avez travaillé pour un courtier chez Remax, par exemple, bien, vous connaissez toute votre compétition. C'est toutes des données que vos gestionnaires n'ont pas besoin de vous former là-dessus. Vous avez déjà ces connaissances-là. Ça a une valeur. Connaissance d'une technologie en particulier. Là, j'ai donné l'exemple de Snowflake parce que l'année passée ou l'autre d'avant, j'ai énormément travaillé sur des projets en data qui impliquaient Snowflake. Puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de main-d'œuvre Snowflake au Québec encore. La compagnie Snowflake n'avait pas fini de former les gens. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Bien, c'est pas compliqué, hein? C'est la loi de l'offre et la demande. Fait que s'il y a 25 entreprises qui s'arrachent 4 experts Snowflakes, bien, les 4 experts ne sont pas idiots, savent qu'ils ont le marché devant eux, donc peuvent se permettre d'aller chercher le prix qu'ils veulent. Fait que le message là-dedans, c'est que si vous vous intéressez à une technologie, ça vaut peut-être le coup de devenir vraiment un super master expert de cette technologie-là, d'autant plus si elle est restreinte encore sur le marché. Les aptitudes de gestion d'équipe ou de projet, par exemple, ça revient un peu à la même affaire que ces connaissances d'un domaine. Si dans une autre vie, vous avez été, je ne sais pas moi, directeur de succursale de banque, vous avez fait de la gestion d'équipe, vous arrivez dans un nouveau domaine, c'est quelque chose que vous êtes capable de mettre de l'avant, de dire à votre potentiel employeur, bien, écoute, moi, par le passé, j'ai eu à gérer un budget de 3 millions, j'avais 12 personnes à ma charge. Ça vous donne une valeur ajoutée. Sa personnalité, des qualités, ça se vend, oui, mais ça se vend de la bonne façon. L'importance du non-verbal, ne sous-estimez jamais. 80% de ce que vous dites à quelqu'un passe avec comment vous présentez, ça soit les réflexes nerveux de se gratter le front, taper le pied, vous avez le droit d'être nerveux, évidemment, on est tous parfois nerveux, mais la gestuelle parle énormément. Un bon conseil pour pas que votre gestuelle vous trahisse, pratiquez-vous. C'est tout simple comme ça, mais si vous en allez en entrevue puis que vous êtes rendu à la ronde de négociation de votre contrat, préparez-vous. Essayez de... Plus on est prêt, généralement, puis plus le stress s'efface. De grâce, ne vendez jamais des qualités comme des défauts et vice-versa. Le fameux « je suis perfectionniste », je peux vous dire que souvent, ça n'envoie pas le bon message. Quand on va dire « ben ouais, moi, je suis perfectionniste », ce qu'on voudrait envoyer comme message, c'est qu'en fait, on a un souci du détail, qui est une chose, mais ce que ça peut envoyer comme message à la partie adverse quand vous dites que vous êtes perfectionniste, c'est fine. Cette personne-là n'est pas capable de respecter des échéanciers, puis elle a sûrement de la difficulté à dealer avec la pression à cause de son syndrome de la perfection. C'est pour ça qu'il faut aller choisir un vocabulaire beaucoup plus juste. On a la chance avec notre belle langue française, elle est riche, elle est complète. Donc, jamais prendre une qualité pour un défaut et vice-versa. Le meilleur conseil que je peux vous donner, qui est évident, mais c'est de rester vous-même. Ne vous dénaturez pas. Essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, ça va se ressentir. Surtout que la personne avec qui vous négociez, généralement, en a vu d'autres avant vous. Fait que si vous essayez d'arriver là avec l'ego démesuré, ça va se ressentir, puis ça va juste vous causer du tort. Faites pas ça. Maintenant, la négociation pré-embauche. C'est extrêmement important de faire des listes. Faites-en des listes. La liste du plus, la liste du moins, c'est toujours le premier conseil que je donne à mes experts quand ils me disent « OK, mais là, tu sais, il faut que je sache. » En plus, quand vous avez un beau problème d'avoir 5-6 offres en même temps, c'est d'autant plus intéressant d'avoir fait sa liste de requis non négociables et négociables. Vous allez déjà pouvoir exclure certaines entreprises. Posez des questions, beaucoup de questions. En amont, en aval, pendant, posez-en des questions. Allez chercher le plus d'informations que vous avez parce qu'en fait, souvent, la compagnie n'offre pas qu'un salaire de base. Elle offre un package deal dans lequel vous allez avoir plusieurs avantages. Dépendamment de quel milieu on est, là, je ne vais pas m'inventer. Oups! Je ne vais pas m'inventer spécialiste de la fonction publique puis des milieux syndicaux. C'est pas vrai. Moi, des conventions collectives, j'ai jamais vu ça de ma vie parce que j'ai même pas étudié à l'université en RH. Fait que on va rester du côté de la business privée. Souvent, les avantages, du moins certaines compagnies, vont offrir ce qu'on appelle à la carte.
C'est un modèle qui est de plus en plus populaire et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait, si par exemple, toi, tu as une femme qui travaille chez Desjardins, on ne se fera pas de cachette, tout le monde sait ici que Desjardins a quand même des avantages de feu, mais tu veux travailler dans un start-up qui n'offre pas d'avantages, bien, ça ne te dérangera peut-être pas de ne pas avoir un fonds de pension de Régop ou une assurance collective à 100 %, tu vas pouvoir t'embarquer sur celle de ta femme. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il faut aller chercher un max d'infos, non seulement pour aller cibler ce qui est important pour nous ou ce qui ne l'est pas. On a beaucoup d'immigration au Québec. Combien de fois je parle avec des gens qui me disent « ben moi, 3 semaines de vacances, ça ne fonctionne pas parce que je prends un mois l'été pour aller voir ma famille en France. » Fait que des fois, on peut demander un moindre salaire, mais plus de vacances et vice-versa. C'est le type de négociation, de compromis que vous pouvez faire qui va être bien vu. Là. C'est pas, on ne réinvente rien là-dedans. Là. Après avoir fait la liste des points non négociables, par exemple, moi, je veux 90 000 de salaire de base, je ne descends pas en bas de ça, je veux 4 semaines de vacances, c'est non négociable. Bien là, il faut que vous ayez montré que vous êtes quand même ouvert à faire certains compromis. C'est le temps de faire votre liste de points négociables. C'est le même exercice, mais maintenant, cette fois-ci, vous dites, bien, OK, moi, ça ne me dérange pas d'aller 2 jours par semaine au bureau. Je vais parler du télétravail parce que c'est probablement ce que je vois le plus ces temps-ci. Montrer sur quoi vous avez une certaine flexibilité, ça va quand même montrer votre bonne foi à votre potentiel employeur. Les fameuses clauses dans les contrats. J'imagine que la plupart d'entre vous ici avaient des clauses dans vos contrats. En tout cas, moi, j'en avais dans mes contrats. Je vous ai sorti ici, en fait, une clause, c'est... Une clause de travail sert à vous protéger, à protéger votre employeur. C'est un contrat. On ne réinvente pas la roue non plus ici. Par contre, dans des contrats de travail, il existe ce qu'on appelle des clauses générales et des clauses spécifiques. Une clause générale va être rarement négociable, du genre la compagnie donne 3 mois de probation. Ne perdez pas votre temps à négocier 1 mois et demi. Là, généralement, quand la compagnie donne 3 mois, c'est 3 mois. Fait que ça va rentrer dans les clauses qui sont souvent statiques. On ne peut pas toucher à ça. Par contre, quand on embarque dans les clauses spécifiques, là, on a moyen de moyenner. Je vous ai sorti les principales clauses qu'on retrouve le plus dans votre domaine. Il existe aussi une clause de mobilité, mais c'est quand même assez rare qu'on l'a, celle-là ici. Fait que j'ai la clause d'exclusivité. Celle-là, elle dit tout. Hein? C'est dans le fond, l'employeur vous interdit d'avoir une activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou non, en dehors de ce que vous exercez déjà avec elle. Il y a la clause de non-confidentialité. Celle-ci, en fait, c'est qu'elle vous interdit de divulguer des informations confidentielles, que ce soit sur les projets de l'entreprise, les résultats financiers, etc. Et c'est une des clauses qui peut vous faire le plus mal d'un point de vue pécunier. Il y a des amendes très salées qui peuvent être données parce que ça peut même passer pour du vol industriel. Faites attention à ça. Les clauses de non-concurrence sont... je ne pense pas que vous en avez beaucoup quand vous êtes programmeur ou en cybersécurité. Peut-être si vous travaillez pour un fournisseur XY puis qui ne voudra pas que vous ayez travaillé pour sa compétition directe. Moi, dans mon domaine, c'était quand même assez courant, les clauses de no-compete, comme on dit dans le jargon. C'est que vous avez, pendant une période, généralement d'1 an, vous n'avez pas le droit d'aller travailler. Vous n'avez pas le droit de solliciter les clients ou les employés de l'entreprise pour laquelle vous étiez engagé. Ça, en fait, c'est une clause qui commence à courir au moment que vous donnez votre démission. Et elle se termine jusqu'à ce que la clause de no-compete ne soit plus efficace. Faites attention, une clause de no-compete, pour qu'elle passe d'un point de vue juridique, elle doit avoir quand même 3 requis. Il faut qu'il y ait un rayon, donc pas dans 25 km, vous ne pouvez pas approcher les clients qui sont dans un rayon de 25 km de l'entreprise. Elle doit avoir une durée. Ce n'est pas ad vitam aeternam, ces affaires-là. On ne peut pas vous empêcher toute votre vie de faire de la business. Je voudrais que la norme, c'est 6 mois, 12 mois. Les 3 ans, c'est des clauses qui sont de plus en plus capables de faire tomber parce qu'à un moment donné, c'est un peu ridicule, là, cette longévité-là. Et la dernière, il doit y avoir un montant rattaché à votre clause de non-concurrence. Quelqu'un ne peut pas juste dire « je t'empêche de… » Non, OK. Si tu enfreins ta règle, par contre, je peux aller te réclamer jusqu'à 25 000 Fait que vous avez quand même besoin de ces 3… Là, c'est un exemple. C'est pas tout le monde qui peut demander 25 000 Là, je vois des yeux faire ça, mais c'est juste pour vous dire… Généralement, ça va prendre ces 3 points-là pour que la clause de concurrence soit valide. La clause de RGPD, qui est le Règlement général sur la protection des données. Évidemment, je ne peux pas m'en passer ici de vous en parler.
J'imagine que je n'ai pas besoin de vous la décliner celle-là, mais grosso modo, elle vise à garantir vos données à vous, les données de vos collègues, etc. Et la clause de propriété intellectuelle. Celle-là, la clause de pays, on la voit surtout si vous allez travailler dans par exemple, une compagnie qui va développer un prototype, de la robotique, qui développe pas juste du software, qui va faire aussi de l'hardware. Vous allez avoir le droit de propriété intellectuelle sur les lignes de code que vous avez codées pour la personne. Vous ne pouvez pas partir de l'entreprise avec les lignes de code que vous avez faites. Elle appartient généralement à l'entreprise. Encore là, j'ai déjà vu des gens être capables de négocier cette clause-là, contrairement à la clause de confidentialité puis de no compete qui sont assez tranchantes. Il y a certains employeurs qui vont vous permettre de développer des choses que vous pouvez vous réapproprier dans une certaine mesure. Là, je leur dis encore, je ne suis malheureusement pas une experte des conventions collectives, mais de ce qu'on m'a dit, c'est que c'est vraiment ardu d'essayer de faire changer une clause dans un contrat qui est en lien avec une convention collective. J'ai eu un exemple de quelqu'un qui s'en allait travailler pour la fonction publique, qui forcément allait gagner bien moins d'argent qu'en étant au privé. Fait qu'il a essayé de se négocier quelque chose d'autre, une forme de compensation, mais son gestionnaire direct avait les mains liées ou a sorti facilement l'excuse de la convention collective. Là, c'est une autre paire de manches. Maintenant, on a parlé de la négociation pré-embauche. La négociation annuelle, elle se prépare autant que la négociation pré-embauche, même que vous avez pas mal plus d'outils finalement pour arriver avec un résultat super intéressant. C'est le moment de faire votre bilan, que ce soit au niveau des projets personnels, individuels, en équipe. Sortez vos chiffres, vos KPI, vos ROI, peu importe. Vous avez dépassé les attentes, vous allez le mettre de l'avant. Ça vous fait gagner des points. Préparer des documents avec des données tangibles du genre on a réussi à résoudre un bug critique qui nous a fait gagner 25 de plus d'utilisateurs que prévu. Vous avez fait générer des revenus supplémentaires à votre entreprise. Vous le dites, vous avez le droit à votre part du gâteau, vous autres aussi. La clé, c'est la préparation. Rappelez à vos gestionnaires vos compétences. Malheureusement, vos gestionnaires ne peuvent pas tous se souvenir de vos pédigrés, mais vous savez ce que vous valez. Surtout si vous avez fait l'exercice de bien vous préparer avant. Rappelez ce que vous valez dans votre équipe. Vous êtes une valeur ajoutée, vous le dites. Vous avez eu une attitude super positive malgré des enjeux, je ne sais pas moi, il y a un projet qui n'a pas abouti comme prévu, tout le moral de l'équipe était à terre, mais vous avez gardé votre happy camper motivation. Dites-le, vous avez été une plus-value, vous avez apporté quelque chose de positif. Faites-vous une évaluation avant qu'on vous évalue. Je sais qu'actuellement, la plus grosse tendance sur le marché, quand vous avez vos évaluations annuelles, puis là, si je pouvais, je pense que je vomirais tellement, je trouve ça épouvantable comme façon de faire. Vous avez les évaluations que j'appelle conservatrices archaïques. Ça, c'est votre boss, il se sent obligé, à la fin de l'année, il faut qu'il évalue tout son staff. Ça ne tente pas de le faire, il ne met pas de cœur pour le faire. Fait que là, vous vous retrouvez avec une espèce d'évaluation qui est simili un vrai reflet de la réalité. Plus souvent qu'autrement, on va vous adresser des critiques, vous ne comprendrez pas pourquoi on vous adresse ces critiques-là, et ce n'est pas tout le monde qui prend la critique de la même façon. Moi, je fais partie des gens, non, enlève tes gants, dis-moi ce que tu as à me dire, puis on va passer un autre appel après, mais je sais pertinemment qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus, qui ont besoin de plus de douceur, qui ont besoin de se faire dire les choses d'une certaine façon. Ce n'est pas tous les gestionnaires qui savent qui savent parler d'émotions. Donc, une des alternatives à l'auto-évaluation archaïque et poche, vous pouvez quand même vous en servir comme gabarit pour faire votre propre auto-évaluation avant qu'on vous évalue, puis voir si ce que vous relevez, votre gestionnaire a la même image de vous. Sinon, ce qui est de plus en plus populaire sur le marché, c'est les auto-évaluations. Je le vois de plus en plus, surtout sur des techs, peut-être pas des gros organismes, mais des startups ou des tech-wise, je le vois de plus en plus. On va vous donner les grandes lignes de sur quoi vous évaluez. C'est à vous de faire l'exercice au complet. Après ça, vous avez un meeting avec votre gestionnaire, votre boss, peu importe, et vous débriefez ensemble de ce que vous avez relevé dans votre évaluation. Tellement plus enrichissant d'un point de vue personnel et professionnel parce que ça vous oblige à faire le travail d'introspection, de vous dire « OK, là-dessus, j'ai vraiment dépassé les attentes, mais là-dessus, je devrais peut-être m'améliorer. » Vous allez arriver déjà avec des solutions devant votre gestionnaire. C'est très rare, les gens dans la vie qui n'aiment pas les personnes qui sont orientées solutions. Vous l'avez probablement déjà lu, je ne vais pas la relire, je fais déjà un super monologue de 50 minutes, mais c'est encore pour vous montrer
il y a une façon de dire les choses. On n'arrive jamais avec une phrase aussi négative que celle qui est dans « à ne pas dire ». Allez plutôt essayer de trouver la façon twerkée de le dire en apportant du positif. OK, on n'a pas livré le projet, mais par contre, on a réussi à faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis en revisitant notre sprint de livraison, on s'est rendu compte que, OK, on ne le livrera pas en Q1, mais on est capable de le livrer début Q2. Ça donne vraiment une crédibilité. Puis après ça, quand va venir le temps de négocier votre salaire, bien, votre patron saura déjà que vous avez un plan de match pour l'année qui vient. Ça va juste faire bonne figure. Si jamais vous ne savez pas ce que ça mange en hiver, une auto-évaluation, vous pouvez aller sur le site asana.com. Eux, ils vous montrent un peu, ils déclinent qu'est-ce que l'acronyme SMART veut dire, qui est une façon intelligente de soulever des KPI qu'on a faites. Bref, vous allez trouver de l'information super intéressante sur justement sur quoi vous évaluez et comment bien le faire. Maintenant, comme je le dis, ce n'est pas tous les gestionnaires qui ont des compétences de négociation. Il y en a qui ne sont malheureusement pas talentueux dans ce domaine-là. Si jamais vous sentez que vous n'êtes pas capable d'avoir une discussion proactive, il y a toujours la possibilité de demander à un médiateur de le faire. C'est ce que la recruteur vous recommande. Quand c'est une révision annuelle, c'est un peu tough de demander à un recruteur de vous aider à négocier votre salaire avec votre boss. Par contre, quand vous êtes en pré-embauche, vous pouvez demander à votre recruteur ou la personne avec qui vous collaborez de vous aider dans votre négociation. Cette personne-là, généralement, elle a le talent pour le faire et pas comme le super petit logo. Je le dis parce que je ne le dirai jamais assez, on ne donne pas d'ultimatum dans la vie. Jamais, 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 mais on n'éduque pas personne à nous sous-payer. Vous ne laissez pas les gens déterminer votre valeur à votre place, mais vous n'arrivez pas vindicatif devant votre patron en disant « tu me donnes 120 000 ou je fous mon camp demain matin ». Ce n'est pas une bonne stratégie non plus. Vous êtes chanceux dans votre profession, surtout en ce moment. Vous avez le marché à vos pieds. Au Québec, on a 55 000 chaises en TI, puis il y a 20 000 experts. Ça, c'est des chiffres que je sors de n'importe où, mais c'est pour vous donner une idée que la pénurie de main-d'œuvre, récession ou pas, elle n'est pas là pour partir actuellement avec les chiffres qu'on a. Vous avez une certaine forme de levier de négociation. Je donne souvent l'exemple de mon mari. Mon mari est animateur de radio à Montréal. Il y a 3 compagnies qui peuvent lui donner de la job à Montréal. Fait que forcément que lui, il a les mains un petit peu liées parce que son boss sait très bien que s'il n'accepte pas sa proposition salariale, bien, fais d'autres choses, mon petit pit. Vous, ce n'est pas votre cas. Fait que vous avez au moins toujours une belle petite porte de sortie à côté de vous. Si jamais vos portes de sortie ne sont pas intéressantes puis vous voulez voir ce que le marché va vous offrir, bien là, c'est ma petite pub à moi. Vous pouvez me rejoindre Talenti, je suis recruteur, c'est ma job de connaître le marché puis de vous accompagner. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions?